Bonsoir à tous et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Énergie Positive. C'est Jocelyn et je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission pour bien commencer cette année 2025 sur des énergies positives. Donc tout le mois de janvier, je vais recevoir des invités de cœur, disons, qui sont pour certains déjà venus sur la chaîne. Et ce soir, nous allons ouvrir le bal avec Sidney Tegbo. Alors Sidney, potentiellement que vous le connaissez de par sa chaîne Vibration Nouvelle Terre, il a aussi rejoint l'équipe de Rayonnance TV, une chaîne qui est un peu dans mes coups de cœur. Et voilà, donc je voudrais tout d'abord m'assurer que vous m'entendiez bien et que vous me voyez bien, puisque je suis en train de changer de plateforme technique pour vous proposer une meilleure qualité audio-visuelle. Donc normalement, de mon côté, ça a l'air de bien fonctionner. Donc c'est juste la petite question du soir, tout à fait honnêtement. Donc si vous pouviez me faire un petit coucou dans le chat, ce serait super pour me dire que tout fonctionne bien. Mais a priori, sur mon moniteur, on va dire que oui. Parce que justement, toutes les énergies positives sont avec nous. Donc, sans plus attendre, je voudrais quand même vous parler, d'un événement qui est arrivé en 2024, qui est un très bel événement. C'est un peu mon bébé, et c'est ce livre, donc Un autre regard sur soi, qui est sorti aux éditions Très Daniel, donc c'était le 26 septembre 2024. Mon ami Jocelyn Morisson en a fait la préface, donc j'en suis absolument ravi et enchanté. Donc c'est un livre que vous pouvez trouver absolument partout, dans toutes les librairies en ligne. Et c'est un livre qui aborde bien des sujets si vous vous intéressez au développement personnel, à la thérapie et à la spiritualité. Voici pour l'heure. Alors je vous demande, s'il vous plaît maintenant, d'accueillir, comme il se doit, mon ami Sidney Tegbo. Bonsoir Sidney. Jocelyn. Sacrée introduction, tac. Voilà. Ouais, Tu- écoute, je suis tu- très heureux de t'accueillir déjà d'une part, et ensuite de reprendre les émissions sur Énergie Positive. Oui, Donc je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravi que tu sois là justement pour nous apporter ton regard, ta sagesse, voilà tes intuitions sur comment on pourrait faire en sorte que 2025 démarre dans les énergies les plus positives, on va dire favorables pour l'épanouissement de chacun et du collectif. Mais peut-être avant quand même de rentrer dans le cœur du sujet, parce que là on y saute, tu vois, on fait un saut quantique, vu que je te connais peu finalement, Sydney, et je vois que tu es une personne vraiment très active, parce que sur ta chaîne Vibration Nouvelle Terre, j'ai vu que tu avais, que tu proposais des soirées à partir de 22 heures, des moments en présence. J'ai trouvé ça très touchant parce que tu exposes vraiment ta vulnérabilité. Il y a quelque chose qui est vraiment fait de cœur à cœur. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots la quintessence de qui est ou ce qu'est Sidney Tegbo? waouh. Déjà, je voudrais te dire que je suis hyper content d'ouvrir le bal sur ta chaîne de ce nouveau programme, voilà, sur Énergie Positive. Et je salue ta démarche et je la soutiens de par ma présence et aussi dans le subtil parce que je crois qu'on a tous besoin de se réunir, de se connecter et de former ce que j'aime appeler ce maillage, cette grille énergétique tout autour de la Terre pour maintenir ces belles fréquences et permettre l'émergence d'un après. On est passé collectivement par bien des phases depuis, on va dire, presque 2012. Il y a eu vraiment énormément d'étapes de changement, de déconstruction, de reconstruction, de réeffondrement, de reprise. Et j'ai la sensation que on ne pourra traverser cette période de grand changement que en étant à la fois en soi, donc en présence, d'où l'émission que j'ai lancée, Hmm. et reliés les uns aux autres.
Et c'est pour moi la clé de 2025, c'est de trouver cette balance entre le collectif et l'individuel. Il ne s'agit plus que l'individuel ni le collectif, et il ne s'agit plus que le collectif ni la personne, la singularité. Et donc, c'est comment on trouve cette balance entre le fait de co-créer tous ensemble, depuis un espace de co-création où chacun finalement apporte son individualité, et également comment on réussit à ne pas se perdre là-dedans parce qu'il peut y avoir aussi une forme de dictature du groupe, du collectif, de vouloir bien faire, de vouloir être un bon élève. Et donc, c'est cette espèce de double équilibre qui est à la fois une contradiction et en même temps un peu comme l'énergie quantique, tu vois, c'est-à-dire que finalement, on vit deux états simultanés, un état où on est profondément en soi et un état où on est profondément dans le monde. Et j'ai la sensation que c'est ça le secret de 2025. C'est cet espace collectif individuel, cette singularité plurielle qui est à la fois un et plusieurs simultanément. Ok. Donc, mais ça nous, est-ce que tu penses que c'était vraiment la réponse pour parler Me un petit présente. peu de cette quintessence de Sidney Tegbo? Qu'est-ce Pas du qui, tout. qu'est-ce qui t'a amené à créer cette chaîne Vibration Nouvelle Terre? Est-ce que c'était un appel du cœur de partager? Est-ce que justement ça rejoint ce que tu venais de dire? Ou l'idée c'est d'essayer de se mettre en lien avec les autres et de... Quel était... Je dirais que euh, j'ai passé du temps à voyager, à être à l'étranger, et quand j'ai eu l'impulsion de créer Vibration Nouvelle Terre, j'étais encore aux îles Marquises, où j'y ai passé 2 ans et demi, dans une vie un petit peu sauvage. Alors, il y avait un peu de civilisation parce que j'avais Internet, mais disons que j'étais tout le temps dehors en train de crapahuter en short et pieds nus. Et j'ai senti que j'avais touché quelque chose de très fort en étant là-bas, parce que c'est mon âme qui m'avait amené à vivre cette expérience. C'est très lémurie comme énergie, tu vois. On Oui. parle de l'Atlantide, de la lémurie, tu vois. C'est vraiment une énergie de la lémurie. Il y a quelque chose de très beau, de très pur. Mais je me suis dit, mince, là, j'ai atteint ce que je veux, mais tout seul. Et tu sais, j'adore Rudolf Steiner, et notamment dans son livre sur les gardiens du seuil. Et tu dis que tu as un petit gardien du seuil et un grand gardien du seuil. Le petit gardien du seuil, en gros, c'est celui qui te fait détruire tes illusions, tes peurs, et qui te permet de transcender. Mais le grand gardien du seuil, il te dit, voilà, là, t'es arrivé au bout de ton chemin, t'as enfin compris, retourne chercher les autres. Parce que tout seul, ça sert à rien d'être au paradis tout seul. Ça sert à rien d'être, entre guillemets, illuminé, et je prétends pas l'être, mais ça sert à rien d'avoir des grandes clés, des compréhensions, seul sur son île, perdu. Et ça a été extrêmement douloureux pour moi de me dire que je devais repartir dans le monde, quelque part, pour revenir, peut-être pas dans mon île, mais en tout cas revenir en collectif. Et ça a été un déchirement pour moi de partir. Je peux t'assurer que j'ai mis des mois à me dire, ok, j'y vais. J'étais vraiment au paradis. Tu vois, je me levais, il y avait une cascade, la nature, je cueillais, je me nourrissais de cueillettes, de pêche, certaines fois. Tu vois, j'avais aucun souci, que du bien-être, que de la connexion au vrai, tout le temps. Et j'ai dû me faire violence et me dire, ok, maintenant tu vas retourner dans le monde et tu vas essayer de partager un petit peu tes compréhensions et surtout de créer un clan. Je crois que les premiers hommes étaient en clan et qu'après, il y a eu la sédentarisation. Donc le clan est plutôt quand c'était les premiers hommes nomades. Et avec la sédentarisation est venue la notion de propriété, de famille. Donc le clan est passé à une unité plus petite et plus grande à la fois, c'est-à-dire qu'il y a eu à la fois le village, la famille, mais plus le clan. Et il y a eu une destruction de la famille depuis plusieurs décennies qui fait que maintenant, on est passé de la famille à l'individu. Et même ce qui constituait la ville, l'unité qui était plus grande, c'est elle-même aussi retrouvée détruite. Quand il y a eu les attentats, par exemple, de Charlie Hebdo, on s'est tous dit je suis Charlie. Mais on avait besoin de se définir une identité, c'est-à-dire je suis français, je suis occidental, je suis Charlie, je suis. Mais tout ça, c'est parce qu'on avait tout perdu. On a eu le besoin de se dire je suis quelque chose, mais c'était l'aveu aussi indirect de dire bah, je suis
Je n'ai plus d'identité, je n'ai plus de clan, je n'ai plus de... Je n'appartiens plus à aucun groupe, en fait, mais à un groupe pour lequel je suis prêt à me battre. Pas une utopie qui alimente le pouvoir de certains hommes puissants. Non, non. Vraiment, un vrai groupe pour lequel pratiquement je donnerais ma vie. Et donc, pour moi, 2025, c'est le retour au clan. C'est-à-dire qu'en fait, Internet nous permet de nous relier les uns aux autres de manière ultra profonde, ultra intime, ultra vibratoire, et de créer vraiment une nouvelle famille de cœur très solide, pérenne. Pas une famille de cœur théorique, une famille de cœur profonde et puissante. Et moi, j'ai vraiment cette vocation de retrouver mes frères et sœurs. Mais tout ça, c'est pas théorique, encore une fois. Je suis pas en train de faire des belles phrases. Je suis en train de parler de quelque chose de pratico-pratique. Et de tisser des liens solides pour créer un clan solide qui permettra, ensemble, d'affronter les défis de notre époque. Et cette conscience-là s'explique aussi par le fait que quand tu as un clan, tu es à la fois dans une conscience plurielle et individuelle. Et tu sais, il y a certains niveaux de la conscience, certains niveaux, certaines dimensions qu'on ne peut atteindre que quand on intègre en soi sa conscience plurielle. Pas simplement depuis une conscience individuelle. Et pour moi, ça a été aussi une grande clé. Comprendre qu'il y a certains paliers et plans où c'est comme si la Maya était protégée et empêchait qu'on y aille seul. Et qu'il faut y aller en tant que conscience plurielle. Et intégrer cette conscience plurielle, c'est pour moi la seule et unique clé, en tout cas que j'ai compris moi pour 2025. Magnifique, je trouve que c'est plein de sagesse ce que tu nous proposes, Sydney. Et tu sais, lorsque tu faisais référence à tes expériences de vie sur les îles Marquises et cette prise de conscience que, en fait, ce regard que tu portais sur le monde, l'idée c'était de revenir finalement dans le monde pour pouvoir le partager, ça m'a fait beaucoup penser à un film qui m'a énormément marqué et je pense que ça a marqué toutes les personnes qui l'ont vu, c'est Into the Wild. Et oui, bien sûr. Tu vois, parce que en fait, justement, il réalise son rêve finalement de quitter un peu la société, de vivre en autonomie, en autarcie même. Et c'est une fois qu'il a réalisé ce rêve et qu'il se retrouve tout seul qu'il découvre qu'en fait, le véritable amour n'est que s'il peut être partagé. Et là, il envisage de revenir justement un peu sur ses pas. Donc ça m'a fait penser à ça, je voulais le préciser, pour faire un clin d'œil à ce livre, d'ailleurs, qui a été mis en musique merveilleusement. Donc les grands défis justement de notre société ou de la planète, lesquels sont-elles selon toi, Sydney ? Et donc d'autant plus pour 2025, puisqu'après l'idée ce sera de voir quelles peuvent être les ressources qu'on peut solliciter. L'amour. Et c'est pas théorique, encore une fois. Moi, je parle de manière très pragmatique. On a un rapport à la Terre qui est celui d'un fœtus. C'est-à-dire que on se nourrit d'elle et en échange, on lui donne nos excréments pour la remercier. Ça s'appelle un fœtus. Et on a besoin de passer à un autre âge, peut-être de devenir des enfants et de passer du fœtus à l'enfant. L'enfant qui, peut-être, petit à petit, prend conscience de lui-même en tant qu'être, mais aussi de son environnement. Et je crois que on vit une profonde crise d'amour de nous-mêmes, de la Terre, et peut-être en dernier des autres. Mais ça ne vient qu'une fois qu'on a pris conscience de ces carences d'amour envers nous-mêmes et envers notre planète qui, en fait, est nous-mêmes. Nous sommes Gaïa, nous sommes la Terre. Profondément, structurellement, moléculairement. Cette crise d'amour, elle vient du fait qu'on nous donne en permanence des modèles qu'il faudrait suivre comme étant aimables, c'est-à-dire dignes d'être aimés. Et si on n'est pas ce modèle-là, on est une merde. Et on vit tout le temps des crises narcissiques de par la comparaison qu'on a en permanence à ces modèles intenables, parce que ce ne sont pas des êtres réels qu'on nous donne en image. On nous dit soit Bouddha, soit Jésus, soit Mahatma Gandhi, qui tu veux. Mais en plus dans leur version édulcorée, c'est-à-dire pas dans leur version humaine avec des forces et des faiblesses, non. Dans une version presque, tu sais, ça s'appelle le mythe russe du Stakhanov, du Stakhanoviste, ce travailleur russe qui bossait 20 heures par jour et qui avait la force de continuer à soutenir le parti. C'est des mythes, tout ça.
Et donc, on nous dit, voilà, ça, c'est ce que tu dois atteindre, et en dessous, tu n'es pas digne d'être aimé. Et en fait, on dit tout le temps d'accueillir nos ombres, mais presque, je crois qu'on ne le comprend pas. C'est-à-dire que, je disais la dernière fois en émission, en fait, tout ce qui sont nos ombres, c'est d'une banalité affligeante. On a tous les mêmes ombres. C'est finalement les 7 péchés capitaux, c'est, ok, tu vois, il va y avoir le rapport à la sexualité, le rapport aux pulsions, le rapport, allez, à la rigueur, au pouvoir. C'est d'une banalité affligeante, en fait. Il ne faut pas croire que parce que nos ombres, on n'en parle pas, ça y est, on est unique dans nos ombres. Non, non, on a tous les mêmes. Par contre, notre lumière, elle est ultra spécifique. Et si, en fait, on prend notre part d'ombre, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de les reconnaître, il s'agit de prendre notre part. Si moi, je suis que lumière, j'oblige un mec à être un psychopathe. Parce qu'il y a Ouais. toujours un équilibre. Oui, oui, ça me fait penser au triangle de Cartman, hein. Ça, c'est un triangle vraiment Tout à fait. qui est C'est la même omniprésent, idée. quoi. Voilà. Par contre, c'est pas simplement si je fais ma part, c'est si je prends ma part, mais c'est aussi le Ho'oponopono, tu vois. C'est-à-dire si je prends ma part de responsabilité sur ce qui va pas dans le monde, sans m'affliger, parce que si je m'afflige, je ramène à moi. Oh là là, je suis une victime, regardez comme je suis méchant. Même dire je suis pas quelqu'un de bien, c'est encore de l'ego. C'est encore narcissique. Vous voyez? Donc finalement, c'est prendre sa part en silence. On ne s'agit pas de dire oh, regardez, je suis méchant ou je suis horrible. Non, ça c'est de l'ego. C'est voilà, je mets de l'amour sur mes déviances. J'en ai, t'en as, on en a tous. C'est même pas le sujet en fait. Il ne s'agit pas de faire un concours de celui qui en a le moins. C'est une connerie parce qu'encore une fois, ça oblige d'autres à l'être à notre place. Oui, et puis certainement que je gagnerai, donc laisse tomber. Le concours de qui est le. Tu sais, tu vois, des fois dans la spiritualité, c'est le concours de celui qui a le plus gros trauma ou la plus grande souffrance ou le plus Oui. d'ombre. Et oui, oui, ça crée de l'émotionnel. Voilà, c'est ça. Et du coup, une fois que je prends ma part et que j'y mets de l'amour, profondément, profondément, pas en théorie, alors je peux cheminer dans une reconstruction de mon état de faille narcissique, de dissociation. Et je vais me rassembler. Je vais prendre toutes mes parts fragmentées parce que je vais les voir. Si je ne me vois pas, je suis fragmenté. Je suis donc poreux et donc je suis sujet à des forces, qui soient des entités ou des peurs ou des croyances qui vont se jouer de moi. Donc déjà, c'est observer que je suis poreux, aller calfeutrer les trous, et pour cela, il faut que j'aille aimer ces parts de moi qui nécessitent d'être mises en lumière. Et à partir de là, je vais incarner déjà un être présent, là. Tac, je suis là. C'est déjà 90% du job, être là, présent. J'arrête de vivre en permanence des états dissociés, des états où je suis sous une forme de presque d'hypnose, parce que je vais avoir passé 1h25 sur Instagram sans même savoir pourquoi j'ai passé ce temps. Genre, je viens de me faire, je viens de perdre des points de vie juste en travaillant pour Instagram sans m'en apercevoir. Voilà, c'est-à-dire que voilà, comment je remets de la présence, comment je redeviens physiquement là. Je parlais Alors, tout à l'heure de Thich Nhat Hanh avec une amie, c'est cette présence-là. Et pour répondre et finir de répondre rapidement à ta question, à mon sens, nous vivons une crise d'amour et d'estime de nous, mais profonde, pas une version narcissique et gothique qui consiste à dire je suis le plus beau, je suis le plus fort. Non. Comprendre qu'en fait, quand je fais tout ça, je m'aime pas. Et à partir de là, si je remets de l'amour, ben, je cesse de juger l'autre, je cesse de lui en vouloir parce qu'il me renvoie une image que j'ai de moi-même qui est pas satisfaisante, et ainsi de suite. Et comme ça, on fait vraiment avancer le schmilblick. j'aimerais te poser une question sur l'amour, parce qu'en fait, il y a des mots comme ça où je crois qu'il y a un moment, en fait, on sait plus trop quoi mettre derrière, on sait plus comment s'aimer. Tu vois, c'est pour ça que ce que tu viens de dire, d'une certaine manière, est très juste. Enfin, bon, il n'est pas histoire que ce soit juste ou vrai ou faux. Mais je veux dire, en cabinet, moi, tu sais que je suis kinésiologue, et en cabinet, il m'arrive qu'il y a des personnes qui me disent, mais vous savez, Jocelyn, je ne sais pas comment m'aimer. Mhm. Alors toi, imagine, tu te retrouves face à moi qui te dit, Sydney, je ne sais pas comment m'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire se donner de l'amour? Comment tu pourrais répondre à ça? Ben, j'ai déjà un petit peu répondu, mais je peux encore un peu développer. C'est-à-dire que
déjà, c'est reconnaître que le narratif que tu te racontes à toi-même pour justifier que tu t'aimes pas, il est basé sur des croyances complètement erronées. C'est-à-dire que lorsque tu te fais tout un narratif dans ta tête en te disant je ne suis pas digne d'être aimé, tu es dans une faille narcissique profonde. Et donc, c'est un ego démesuré. Alors ça paraît, tu vois, paradoxal. Ne pas s'aimer, c'est se raconter une histoire. Si tu regardes euh, le végétal, le minéral et l'animal autour de toi, ils ne se racontent pas cette histoire. Ils ne se posent même pas cette question. Donc ça, c'est déjà avoir le temps, l'espace de se raconter ce narratif qui est basé, encore une fois, sur une mythologie. Donc déjà, c'est déconstruire le narratif qui consiste en fait à s'auto-affliger, donc ramener tout à soi. Parce que quand tu me dis je ne m'aime pas, tu prends la conversation et tu la ramènes à toi. Et tu te mets au centre. Et tu me dis regarde comment je souffre, je ne m'aime pas. Et donc finalement, tu n'es ni dans l'écoute de toi-même, ni dans l'écoute de l'autre, ni dans la perception du monde. Tu es dans un no man's land qui fait que tu es coupé de tout le reste. Donc, tu vois, c'est reconnaître que se réduire en permanence, c'est ultra narcissique. Je suis violent, hein, je sais, hein, j'en ai conscience, mais c'est pas grave. À un moment, il faut avancer et se dire les choses. Et du coup, Je pense pas que ce soit de la s'aimer, violence, hein, c'est direct et ça fait du bien des voilà, c'est fois ça. d'aller straight to the point. C'est- Accepter de s'aimer, c'est courageux. C'est-à-dire que c'est là, c'est avoir le courage de dire la version de l'être que je suis est imparfaite et c'est OK. C'est OK. Selon quels critères je serais digne. Encore une fois, c'est renoncer à être aimable, c'est-à-dire à avoir généré un certain nombre d'actions qui font qu'à un moment, ça y est, on peut m'aimer. J'ai donné à une œuvre, enfin ce mois-ci, alors j'ai donné 100 € à des œuvres humanitaires, j'ai ramassé 4 camions de poubelle de déchets, j'ai aidé 3 aveugles, j'ai fait deux. C'est bon? Je peux être aimé maintenant? Ah non, ça change rien. Merde. En faisant tout ça, il n'y a rien qu'à changer. Pourquoi? Ah, parce que c'est pas ça le chemin. D'accord. Donc c'est pas les actions que je vais faire de vertu ostentatoire, parce que c'est ce qu'on appelle les vertus ostentatoires, c'est le moment où je vais me mettre en démonstration de ma vertu. Euh, donc, c'est pas ça. C'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est pas de dire, regardez, telle et telles actions vont me permettre d'être digne d'être aimé. Donc, c'est que ça se passe à l'intérieur de moi. Donc, c'est finalement que je vais changer ma disposition et mon point d'observation. C'est-à-dire, c'est à quel moment je vais mettre un autre observateur sur moi-même qui va me permettre d'arriver à une autre conclusion parce que je vais déjà constater que j'ai une distorsion dans mon échelle de valeur qui va m'amener des réponses depuis un espace d'observateur qui a un biais de déformation du réel. Et je crois qu'à partir de là, ça va être déjà, à mon avis, un premier début de réponse. Hmm. Merci beaucoup, Sydney. Alors, est-ce que dans le chat, vous pouvez nous dire comment ça se passe d'un point de vue technique? Parce que visiblement, je ne sais pas si. Apparemment, tout le monde nous entend, il nous voit, mais il y a peut-être un bug d'image, ce que je n'espère pas, parce que c'est la toute nouvelle configuration envisagée pour les émissions d'énergie positive. Donc, il y aura peut-être des petits points à corriger. Si vous pouvez nous dire dans le chat si vous nous entendez, ce serait bien. Bon, c'est toujours un petit peu stressant ces changements de plateforme Je suis technique. incapable de répéter ce que je viens de te dire. Ouais. Mais c'est ça qui est bien, c'était dans la spontanéité. Donc il y a des questions qui arrivent qui sont un petit peu intimes, personnelles, enfin dans le sens où parfois, quand on traverse des moments qui sont un petit peu difficiles ou qu'on est dans le flou, eh bien, il y a des musiques qui peuvent nous faire du bien. Tu vois, il y a des philosophes dont les dires peuvent nous faire du bien. Il peut y avoir voilà, des personnes qui nous inspirent. Moi, je crois que tu sais que c'est Louis Sanza, par exemple, qui, je trouve, amène une poésie considérable dans sa façon de voir la vie. Oui. Donc, est-ce que tu aurais des suggestions? Toi, qui est-ce qui t'inspire dans des moments où tu aurais besoin de quelque chose qui t'aide à t'élever? Est-ce que tu aurais un livre fétiche, une chanson fétiche, un philosophe ou un personnage ou...
Eh ben, c'est un peu, je vais pas vraiment, je vais un peu botter en touche dans le sens où Je m'en je doutais. suis passé par une grosse phase de lecture à un moment, tu vois, où j'ai beaucoup eu d'inspiration extérieure. Et je dirais que ce qui me permet maintenant d'avancer, c'est de prendre de la hauteur, c'est-à-dire de permettre à mon être, à mon soi, tu vois, à ma part divine, si tu veux, Mhm. à mon âme, on peut le mettre autrement, de reprendre un peu les commandes, c'est-à-dire d'être au centre de mon expérience. Et je crois que quand je laisse la place à mon âme, à mon être, euh, à mon être divin, à ce moment-là, les informations que je reçois, les compréhensions que j'ai, la manière dont j'ai de cartographier le monde va être bien différente et va me permettre finalement de ne plus rien prendre personnellement. Tu vois, un peu comme dans deux des quatre accords Toltec que j'adore, c'est ne rien prendre personnellement et ne pas présupposer de la pensée d'autrui. Et finalement, quand tu fais déjà ces deux choses, tu cesses de croire que le monde t'en veut, que tout est contre toi. Et je crois que finalement, de laisser cet être, ce grand soi, prendre les commandes de ma vie, m'inspirer, me dire quelque part, quand je suis perdu, bah, c'est ça la direction, là tu peux y aller, fonce, et ben, je crois que c'est ça ma plus grande inspiration. Et j'ai de moins en moins d'inspiration dans des personnes. Alors j'ai lu beaucoup, hein, et peut-être que je relirai à un moment. Je dis pas d'arrêter de lire. Je dis qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas ce qui me permet d'avancer. Voilà. Mhm. Mhm. Ok, mais dans ce cas-là, quel pourrait être ton conseil, ta suggestion, ta proposition pour des personnes qui... parce que des fois, il y a tellement d'émotionnel, c'est tellement à l'intérieur bouillonnant ou un peu, je sais pas, dispersé, qu'on a un peu du mal à se connecter, tu vois, à cette petite voix ou à ce ressenti. Donc, quel conseil tu pourrais donner pour des personnes qui traversent ça? Le même que j'ai dit tout à l'heure, se rassembler en calfeutrant les trous. C'est-à-dire que ce qui fait qu'on a un émotionnel et qu'on est en vague tout le temps, c'est parce qu'on est pour eux. Donc si on va déjà calfeutrer les trous, reboucher, comprendre où est-ce qu'il y a des moteurs en moi qui ne sont pas moi. C'est pas parce que j'ai toujours fonctionné d'une certaine manière que cette manière de fonctionner, elle est en amour de moi ou elle est bienveillante envers moi-même. Et déjà, c'est sortir de la survie. Tu vois, on a Oui, cartographié c'est le sûr. monde en se disant, Hmm. je suis dans un rapport hostile à l'extérieur, et cette hostilité, je dois aller quelque part en combat. C'est-à-dire on nous met en avant des gens qui sont quelque part, à mon sens, déviants, c'est-à-dire que des, des psychopathes, en fait. On nous dit, ce psychopathe-là, qui est milliardaire, est un exemple, ou qui domine le monde, ou qui passe son temps à fabriquer des armes à feu. Lui, c'est le modèle. Et toi, qui es un être sensible, hyper, tu vois, hyper artiste, qui reçoit des... Toi, tu es le maillon faible. Et non, c'est l'inverse. Si tu veux, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, finalement, je réponds à cette question. Tu vois, c'est se calfeutrer, revenir en amour de soi, se poser dans la présence. Et à partir de là, toutes les réponses sont déjà là. Il n'y a plus besoin de rien d'autre. Tu vois, c'est-à-dire que depuis cet état où on est là, les réponses viennent. Ok, merci Sidney pour tes réponses. Effectivement, tu réponds un petit peu toujours sur cet axe-là. Est-ce que pour 2025, l'idée de se fixer un objectif, c'est quelque chose qui serait, disons, favorable pour l'épanouissement individuel ou collectif? Quel est ton point de vue justement là-dessus? Moi, je me suis donné un objectif cette année, c'est l'engagement. C'est m'engager sur ma voie. Et cet engagement, il est aussi finalement euh, difficile. C'est-à-dire, c'est le fait que, par exemple, sur Vibration Nouvelle Terre, je fasse mon émission en présence tous les soirs de la semaine à 22 heures, c'est un sacré engagement. Ah oui. C'est-à-dire que finalement, qu'il pleuve ou qu'il vente, alors peut-être certaines fois je ferai à 22h30 si j'ai une émission juste avant, mais en tout cas, c'est soit 22h, soit 22h30. Et ben, tu vois, cet engagement, au départ, il peut paraître contraignant, parce qu'on se dit, waouh, hier, j'ai fait pratiquement, tu vois, Ah, t'as fait deux 3 heures, émissions. Non, il y en avait une 2 avec émissions. Agnès Stevenin et après t'as dû faire en présence, oui, effectivement. Oui. Ça fait Et on beaucoup. pourrait se dire que c'est épuisant,
pas du tout. C'est-à-dire que à la fin de ces 2 émissions, j'avais plus d'énergie qu'avant de les commencer. Tu vois, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que quand cette présence devient ta norme, alors, petit à petit, tu vois, tu reprends un autre rapport à l'extérieur, au monde, à la présence, à tout ça. C'est-à-dire qu'au final, ce qui peut paraître une contrainte, une discipline presque, devient libératoire. Et ça, c'est ma grande compréhension de ce passage entre le mois de décembre et le mois de janvier. C'est-à-dire, mets-toi quelques petites contraintes, une petite discipline, des engagements, et vois ce que ça change dans ta vie. Et là, d'un coup, je me suis retrouvé une liberté, une expansion, une joie que j'avais jamais eue. Alors que dans le fait de dire, moi j'ai un côté un peu nanar, tu vois. Dans un côté, tu vois, genre, genre je fais ce que je veux, si je veux me coucher à 6 heures du mat et manger n'importe quoi, je le fais, tu vois. Et en fait, non, parce que je vois bien que je suis pas souverain quand je fais ça. Tu vois, donc il faut que j'arrête, tu vois, avec cet adolescent rebelle et que j'aille vers finalement l'adulte. Tu vois, c'est ça que je disais, on vit une crise où à un moment, ben, faut peut-être que je grandisse, tu vois. Et pour moi, grandir, c'est cet engagement. Je dis pas que tout le monde doit le faire, mais je constate que en m'étant mis un petit peu un coup de pied au derrière, eh ben, je me sens vivant, aligné, heureux, léger, joyeux comme jamais. Et pour moi, ça a été une sacrée découverte. Oui, superbe. Alors justement, tu parles de... Moi j'ai nommé ça des habitudes. Toi, tu Mm. parles de mettre en place de nouvelles choses dans son Routine. quotidien. Ouais. Alors justement, quelles pourraient être les habitudes qui pourraient nous accompagner vers justement toutes ces énergies dont tu parlais, se sentir heureux, se sentir aligné? Qu'est-ce qui contribue à ça? Arrêter de séparer le corps et l'esprit. C'est-à-dire que on ne peut pas être bien énergétiquement et spirituellement si on mange n'importe quoi. Si on va pas un petit peu marcher 5 minutes dans la nature ou se promener, en tout cas si on vit en ville, dans un parc ou quelque chose, faire un peu d'exercice, ça c'est ce que je dois encore naviguer, avancer. Euh, un corps sain dans un esprit sain, c'est pas théorique. C'est-à-dire que on essaie des fois de régler des choses spirituelles et psychiques là où un changement d'habitude alimentaire, physique, réglerait le problème. Il y a une intrication profonde entre le psychique, le physique, l'émotionnel et le spirituel. Tout est lié. Et j'ai halluciné à quel point changer mon alimentation avait réglé des problèmes psychiques. Vous voyez? Oui, C'est-à-dire que oui, c'est oui, hallucinant. oui, Et donc, c'est atteindre cet état de cohérence entre qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que j'aime, et mettre tout ça en cohérence. Petit à petit, chacun à son rythme. Mais je peux témoigner des changements profonds qu'ont eu en moi le fait de changer d'alimentation, tout simplement. mais oui, c'est clair. Tu vois? De toute façon, Voilà. c'est reconnu hein, notre appareil digestif est considéré comme étant Et le plein de troisième cerveau. Bon, moi j'ai plutôt tendance à considérer que ce soit le premier, parce que le gut feeling, tu sais, cette information qui intervient avant que notre mental puisse en faire quelque chose. Donc c'est effectivement tout à fait important, majeur et fondamental. Merci du coup pour ce rappel, Sydney. Oui, Et oui. alors, il y a deux sujets que j'aime beaucoup, moi. C'est l'abondance et la gratitude. Donc, qu'est-ce que c'est l'abondance pour toi, Sydney? L'abondance, c'est comprendre qu'il y a des mouvements dans le monde et c'est utiliser l'énergie déjà présente déjà en l'observant. Tu vois, souvent on parle de cette énergie perpétuelle, de ces moteurs à énergie libre. Mais une énergie libre, c'est simplement C'est presque la un pléonasme. récupération. Oui, c'est-à-dire que c'est déjà aussi observer l'énergie qui est déjà présente. Il y a le soleil, la pluie, la rivière, la mer, euh, les courants, on va dire, telluriques. Tu vois, il y a une énergie permanente sur Terre, tu vois, cyclique, enfin, les changements de saison, voilà. Et finalement, c'est pareil dans la vie. Il y a des mouvements qui se font au niveau
énergétique, au niveau du collectif, des nécessités. Et en fait, pour moi, être abondant, c'est déjà observer ces mouvements. Si je vis à côté d'une rivière, je comprends qu'il y a en permanence une force qui est l'énergie de cette rivière qui descend sur mon chemin à côté, qui est là en permanence. Si j'ai besoin d'eau, ben, peut-être que je peux aller la chercher à la rivière, tu vois. Si j'ai besoin de faire tourner une roue d'un moulin à grains, je vais aussi peut-être profiter de cette rivière. C'est-à-dire qu'en gros, il y a à disposition une énergie colossale, en abondance, et j'ai déjà juste à observer ces mouvements. Et une fois que j'ai observé ces mouvements, je vais un peu comme le surfeur attendre la bonne vague et aller dessus. Tu vois, c'est-à-dire que finalement, si je ramène tout depuis mon état narcissique blessé dont je parle depuis tout à l'heure, je ne peux absolument pas observer ces mouvements. Parce que je ne parle que de moi, je ne vois que moi et je ne pleure que moi. Je suis tout le temps dans un rapport à moi-même. Donc si je suis en permanence dans un rapport à moi-même, même quand je parle avec quelqu'un d'autre, parce que quand je parle avec quelqu'un d'autre, c'est juste pour le ramener à parler de moi et de ma souffrance, je ne vois pas les mouvements qui sont en place dans le monde. Et donc je ne suis pas un observateur aligné et harmonieux face au monde. Si j'ai guéri tout ça et que je suis équilibré, en balancé, alors il va être très simple pour moi de voir les mouvements dans le monde, ce qui se passe. Et donc depuis cet observateur en balancé, je vais voir, tiens, ah, là il y a une vague qui part. Est-ce que je me mets dessus ou pas? Allez, je prends mon surf et j'y vais. Et si je suis avec mon surf sur la bonne vague au bon moment, je vais avoir le bon rouleau, la position parfaite et le moment idéal. Puis après, la vague s'arrête. Je vais nager, me poser, attendre la prochaine vague et remonter sur ma planche. Si je n'observe pas les vagues et que je n'observe pas que j'ai une planche, je vais passer mon temps à m'épuiser parce que je vais nager à contre-courant, dans tous les sens, et je vais dire ah, « je comprends pas ». Non, mais oui, il y a un mouvement, il y a une logique. On est dans un monde qui est en balancier. Il y a des moments de contraction, des moments de dilatation, des moments de bas, des moments de haut, des alignements planétaires, des éruptions solaires, des pleines lunes, des nouvelles lunes. Observons. Observons qu'il y a une énergie considérable si on sait attendre la bonne vague. Et pour moi, c'est ça, être dans l'abondance. C'est ne rien prendre personnellement, voir que quand il y a une vague, on la prend, parce qu'elle est là. Ah, tu peux l'intellectualiser. Hein. Ah oui, mais attends, quel est le coefficient du sinus pour pouvoir prendre la vague de manière... Attends, je vais calculer. On aime bien faire ça. Voilà. Et une fois qu'elle est arrivée sur le rivage, eh ben, déjà, tu kiffes d'avoir pris cette vague, tu remercies que cette vague t'a amené là, et t'ait donné tant de sensations, et tu vas nager jusqu'à la prochaine. Et tu prends pas personnellement le moment où tu vas nager. Bah parce que c'est comme ça. Il n'y a pas tout le temps de l'énergie. Tu vois? Il y a des moments où il n'y a pas d'énergie, bah tu nages. Et il y a des moments où il y a des superbes vagues et tu les prends. Et à mon sens, c'est ça, en fait, tout simplement. Ouais, c'est d'aller avec le flot de la vie, quoi. Arrêter de lutter avec les événements qui interviennent et puis prendre conscience du fait que c'est pour nous amener dans un endroit où potentiellement notre mental n'a pas encore les clés, mais c'est quelque chose qui est censé nous faire grandir. Est-ce que cette idée de la vie où la planète Terre est une grande école qui nous amène à nous élever d'une certaine manière, c'est quelque chose que tu cautionnes? Non. Non, je crois que je connais tout le principe de cette planète école. Ça, pour moi, c'est encore un narratif. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'on est encore dans une position où on en chie, où c'est souffrant, où c'est difficile, où on est toujours en lutte. Et oui, j'apprends tous les jours, mais quand je cesse de prendre les choses personnellement, je suis plus à l'école, en fait. Tu vois, je suis dans... Moi, je peux te dire, ben ouais, ou alors c'est le jardin d'Éden. Ou alors c'est plus une planète école, mais c'est le jardin d'Éden, et on est déjà au paradis. Pourquoi on serait en train... Tu vois, moi j'entends trop de personnes dans la spiritualité dire « Oh là là, qu'est-ce que je suis méritant d'être incarné ?» Mais couillon, t'as gagné au loto, en fait.
C'est comme s'il y a quelqu'un qui pleurait parce qu'il vient de gagner un loto, tu sais, genre j'ai gagné au loto. Tu as envie de lui mettre de claques et lui dire va dépenser tes thunes, nous fais pas chier, tu vois. Tu vois, genre quoi, tu veux que je pleure? Moi, ça m'est arrivé une fois, il y a 10 ans, et j'ai une copine à moi, elle est en pleurs comme ça, elle me dit qu'elle vient d'hériter d'une tante de 100 000 euros, tu vois. Et j'ai dû la consoler pendant 1 heure et demie qu'elle venait d'hériter de 100 000 euros de sa tante, tu vois. J'étais fou, quoi. J'avais envie de la secouer, de lui dire, mais genre, vraiment, je vais pleurer avec toi parce que tu viens d'hériter de 100 000 euros, tu vois. Vraiment, on en est là, quoi, tu vois. Et tu vois, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est toujours une question de positionnement. Moi, ma compréhension actuelle, c'est qu'on est au paradis. On est au jardin d'Éden. Maintenant, on le voit. Et on change de positionnement et on arrête de s'afficher que être incarné, c'est difficile. Il y a la queue, en fait, pour être incarné. Et ceux qui le sont, statistiquement, ils ont comme gagné l'équivalent de 10 fois au loto d'affilée, hein. Donc maintenant, on arrête de dire, genre, on est bien méritant d'être incarné dans ce corps de la densité où tout est difficile. Et on comprend que dans l'instant présent, on est au paradis. Si on sait retirer toutes les couches d'illusions, de narratifs, de blessures narcissiques qui nous empêchent de le voir. Et une fois qu'on a retiré tout ça, je peux vous assurer que, comme dirait Blanche Gardin, c'est l'autoroute du kiff. C'est-à-dire que c'est vraiment... tu vois, mais c'est juste à un moment sortir de ce narratif qu'on se raconte en permanence. Ok, merci beaucoup Sydney pour la réponse à toutes ces questions. On arrive à la fin de l'émission, parce qu'on avait dit 45 Ok. minutes pour toutes les émissions. Est-ce que tu pourrais nous proposer un mot de la fin à la Sydney Tegbo? Parce que vraiment, on aime vraiment la singularité. Et ben en tout cas, j'espère que vous avez perçu l'essence de ce que j'ai voulu vous dire et que vous n'êtes pas accroché aux mots. Et comprendre que tout ça, c'est pas. Je me positionne pas en tant qu'enseignant, je déteste ça, mais plutôt en tant qu'expérimentateur, expérienceur de la vie. Et j'ai vraiment à cœur de transmettre plutôt une fréquence que des mots. Et cette fréquence, c'est la présence dans l'instant, dans la joie et dans l'amour, et retrouver cette légèreté. C'est-à-dire que si on est depuis cet enfant qui sautille dans le jardin d'Éden et qui est dans le flux de la vie, c'est ce que je tends à faire de plus en plus et j'y suis presque, alors tout est chouette. Et si j'ai un mot de la fin, c'est aimons-nous vraiment profondément et arrêtons de nous raconter que c'est le contraire, en fait. Et on est beau, on est parfait. L'humain est parfait. Je vois pas pourquoi l'ensemble de la création serait parfaite, ça part nous. Non, on est aussi parfait. Donc on arrête de s'auto-affliger qu'on a tous les maux de la terre. Et c'est en comprenant qu'on est parfait qu'on pourra naviguer dans cet amour de nous-mêmes.